Eh bien, bonjour à tout le monde, ravi d'être avec vous pour ce 5e webinaire du cycle 2020 de la plateforme L'innovation territoriale en action, dont le thème du jour est Jouons collectif avec un focus sur la Normandie. Alors, un petit rappel pour ceux qui ne sont pas habitués à nos webinaires et à la plateforme, ce qu'est la plateforme. La plateforme, c'est un centre de ressources qui permet qui s'adresse d'ailleurs à tous les acteurs de territoire et qui permet d'éclairer quels sont les besoins de l'innovation territoriale. C'est pour ça que lorsque vous allez sur la plateforme qui est en accès libre, open source, vous avez 7 thématiques qui permettent d'éclairer donc les besoins liés à l'innovation territoriale. Et dans ces 7 thématiques, vous aurez des documents de référence, des outils de méthodologie, des outils de formation également. Autre point très important et dont on va reparler dans quelques instants, ce sont des données territoriales issues des études de l'Observatoire des partenariats. On aura tout à l'heure d'ailleurs une synthèse de l'un des rapports régionaux donc, dédié à la Normandie. Et puis, nous avons également une page dont on reparlera tout à l'heure qui est dédiée aux catalyseurs territoriaux, c'est-à-dire des acteurs qui mobilisent leur écosystème local pour répondre à un besoin de territoire. On reparlera tout à l'heure. Également, une page dédiée à Alliance et ODD qui permet de consolider tous les résultats de la mission ministérielle sur l'accélération des alliances entre entreprises, collectivités et associations, et un focus sur l'ODD 17. Et enfin, contexte oblige, une page dédiée au Covid-19 avec toutes les ressources capitalisées et notamment un inventaire qui recense tous les besoins et les programmes d'action en faveur des acteurs et actions d'intérêt général. Donc, une plateforme qui vous donne accès à un certain nombre de ressources très complémentaires et une plateforme qui est également animée par des webinaires, 5 webinaires pour 2020 dont vous voyez le planning sous les yeux. En mars, on a introduit l'année en parlant de l'ODD 17 en pratique sur les territoires. En mai, on a eu des exemples inspirants de co-construction territoriale. En juillet, on a eu un focus sur l'engagement des organisations, qu'elles soient publiques et privées. Et en septembre, on a parlé de la valorisation. Donc aujourd'hui, le thème est Jouons collectif en Normandie. Et comme chaque fois avec nos webinaires, on fait le lien avec l'actualité, en l'occurrence le Congrès des maires, et on fait un lien aussi avec des publications, en l'occurrence l'étude Impact élus locaux qui a été lancée lundi soir, qui a été donc publiée lundi soir et qui est un renouvellement de l'étude qu'on avait déjà menée en 2016. Et autre publication, il y aura la mise en lien, enfin mise à disposition du rapport territorial Normandie. Donc, le jouet collectif, ce jouet collectif était en fait un fil d'actualité tout au long de 2020, puisqu'on a vu que c'est une attente qui est partagée par l'ensemble des parties prenantes. Les citoyens, dès octobre 2019 et aussi en mai 2020, nous disent à 80% qu'il y a un devoir d'alliance entre collectivités, associations et entreprises pour à la fois accélérer la sortie de crise, mais aussi pour aller plus loin, c'est-à-dire pour réaliser l'agenda 2030. 84% des entreprises nous disent vouloir agir en alliance, agir collectivement. Et depuis, donc, on le sait depuis lundi soir, 92% des maires reconnaissent ce jouet collectif et ce dont on va parler tout à l'heure. Alors, ce que l'on vous propose du coup dans ce webinaire, c'est déjà de voir, de comprendre quel est le rôle du jouet collectif selon les maires et puis de voir ce qui se passe concrètement en Normandie. Donc, dans ce webinaire, trois grandes étapes. La première, c'est d'avoir les principaux résultats de l'étude Impact élus locaux de l'Observatoire des partenariats. Ensuite, on aura un focus sur la Normandie, qu'est-ce qui se passe en Normandie, quelles sont ses fragilités, quelles sont les dynamiques partenariales en Normandie. Ce sera Charles Benoît qui nous fera cette présentation. Et ensuite, nous avons la chance d'avoir 2 témoins, Asso et Territoire qui représentera l'association au cœur du territoire normand et la Fondation Total qui nous expliquera comment une entreprise s'engage sur son territoire. Et comme d'habitude, on finira sur qu'est-ce qu'on trouve sur la plateforme L'innovation territoriale en action. Donc, sans plus attendre, je vous propose d'avoir une restitution des principaux résultats de l'étude Impact locaux donc, qui a été publiée lundi soir. Et ces résultats sont présentés par Anne Robin, qui est directrice scientifique des études de l'Observatoire des partenariats et également fondateur associé de Comisis. Eh bien, nous voici donc à ce première étape de notre dîner virtuel et il nous amène tout naturellement à parler de la question des élus face au jouet collectif. Anne Robin, vous êtes la directrice scientifique de l'Observatoire des partenariats qui a été créé en
2008 par la Caisse des dépôts et le Rameau, en partenariat avec le MEDEF et le mouvement associatif, poursuivre depuis lors le cheminement et le mouvement de co-construction du bien commun en France à travers ces alliances qui ont évolué au cours du temps, où nous questionnons les citoyens, les dirigeants d'entreprise, les dirigeants associatifs, les élus locaux, et vous allez nous présenter dans un instant l'étude Impact élus locaux qui exprime les maires finalement face à ce jouet collectif aujourd'hui dans un contexte bien particulier. Et en 2016, finalement, nous les avions questionnés, donc nous allons pouvoir voir la comparaison entre ces deux périodes. À chaque moment, dans les grands programmes de l'Observatoire des partenariats, vous réinventez finalement la méthodologie qui est la plus adaptée à la fois à la cible et puis bien évidemment aux enjeux de l'étude. Est-ce que vous pouvez nous parler de la méthodologie de l'étude Impact élus locaux? Absolument. Donc je rappelle que les élus locaux, c'est en fait 35 000 communes en France, que ces 35 000 communes en France sont sur 13 territoires, et qu'en 2016, nous avions constaté qu'il y avait des différences notables, non seulement évidemment des spécificités territoriales, mais également au niveau des tailles de communes. Or, notre échantillon de l'époque avait été pensé au niveau national. En 2020, nous avons donc construit un échantillon qui nous permettait d'interroger sur 12 régions, mais également nous avons veillé à sa représentativité au niveau des tailles des communes. Donc les résultats sont très intéressants puisqu'ils sont travaillés sur 12 régions et 3 communes. Je cite les tranches de communes, ce sont les moins de 2000 habitants, les 2000 à 19 999 et les 20 000 et plus qui, juste pour donner une idée quand même, ne représentent que 1% du total des communes en France. Et dans ces 20 000 et plus, il y a les métropoles. Voilà. Et juste peut-être un détail pour les auditeurs invités à ce dîner. Pourquoi 12 régions alors que nous avons 13 grandes régions métropolitaines? Parce que PACA et Corse ont été additionnés pour les biens de cette étude, ce que nous faisons systématiquement dans les études que nous menons représentatives des différentes régions. Absolument, mais ce qui ne veut pas dire qu'on n'interroge pas qu'on n'a pas interrogé des maires corses. Tout à fait, tout à fait. C'est bien, justement, à la fois les Corses et les maires de la région PACA qui constituent cette 12e région. Exactement. Alors je tiens aussi à souligner que les entretiens ont été conduits par téléphone, après prise de rendez-vous, envoi de lettres, courrier, et ici j'en profite pour remercier les 380 maires ou adjoints aux maires qui ont répondu à cette étude. Voilà. Et juste un dernier point, vous soulignez finalement les 3 tranches de territoire, puisque effectivement, au-delà des spécificités régionales, vous avez pu constater une dynamique différente dans les moins de 2000, entre 2000 et 20 000, et dans les plus de 20 000. Peut-être de rappeler que ça, c'est un résultat de l'étude, puisque cette segmentation n'avait pas été prédéfinie, et c'est bien dans l'analyse que vous avez identifié ces 3 grandes catégories qui finalement ressortaient avec des spécificités particulières par taille de commune. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir, on va le voir, elles ont des comportements complètement différents. Exactement. Donc, et c'est ça qui a amené finalement à ne pas considérer que la moyenne, mais bien ces 3 tailles de communes dont les maires ont des approches très différentes de cette question du jouet collectif. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est encore plus marqué que ce que nous avions vu en 2016, puisqu'en 2016, c'était vraiment la spécificité région par région que nous avions mise en valeur. Et là, au-delà de cette spécificité, qui existe toujours en 2020, bien évidemment, c'est vraiment ces 3 comportements de maires qui sont très différents en fonction de la taille des communes. Oui, c'est très intéressant, et c'est pour ça que dans les résultats que je vais vous présenter, comme on a peu de temps quand même, il y a des spécificités territoriales, certes, mais ce qui nous a semblé plus important aujourd'hui, c'est de rappeler les différences entre les tailles de communes. J'aimerais aussi dire que le terrain des entretiens téléphoniques a été mené juste avant
la deuxième période de confinement. Et comme certaines questions portent sur des sujets prioritaires, donc c'était juste avant la deuxième arrêt. Voilà, Eh bien, sans attendre, écoutons donc les résultats. Merci Anne Robin. Merci Charles Benoît. À la première question posée dans le cadre de l'étude Impact élus locaux, pour sortir de la crise du Covid-19, pensez-vous que le jouet collectif entre associations, collectivités, entreprises et initiatives citoyennes est incontournable, utile, secondaire, inutile, voire même contre-productif? Plus de 9 maires sur 10 considèrent le jouet collectif comme incontournable ou utile, voire même 10 sur 10 dans les communes de 20 000 habitants et plus. Autrement dit, pour ces élus locaux, l'union des organisations agissantes sur leur territoire fait la force et ne peut être que bénéfique. La seule appréciation incontournable par près d'un tiers des maires des communes de moins de 2000 habitants, un maire sur 2 dans les communes de 2000 à moins de 20 000 et plus de 7 maires sur 10 dans les communes de 20 000 habitants et plus, fait l'effet d'une déferlante. En effet, un 30% ou un 60% d'incontournable est très important. Pour 9 élus locaux sur 10, le jouet collectif est au service d'une capacité désormais reconnue comme pouvant à la fois réduire les fragilités de leur territoire, tout en faisant émerger des nouveaux moteurs de développement économique durable. Ainsi, au cœur de la dynamique du jouet collectif se situe bien la réconciliation entre l'intérêt général et l'économie. À la question « Votre territoire est-il porteur d'une dynamique de co-construction entre les différents acteurs, associations, entreprises et collectivités territoriales ?» La réponse des maires renvoie à une autre réalité, celle d'un mouvement de fond qui commence plutôt à émerger pour 46%. Certes, ce taux est porté par les communes de moins de 2000 habitants qui pèsent pour 85% de l'univers des communes, car si l'on zoome sur les communes de 2000 à moins de 20 000, on constate déjà que un tiers des maires vivent une dynamique de co-construction sur leur territoire et 7 maires sur 10 dans les communes de 20 000 et plus. Mais attention, l'étude réalisée en 2016 enregistrait déjà les mêmes taux. Donc une réalité en émergence, différente selon les territoires, est confrontée à un plafond de verre. Comment la dynamique actuelle se transforme-t-elle concrètement? Si l'on ne regarde que les partenariats entre les entreprises et les associations, que de chemin parcouru depuis l'origine du suivi du jouet collectif, tant en temps de taux de présence des partenariats comme mode de partenariat et leur cause. En 2020, les élus locaux constatent ainsi sur leur territoire plusieurs types de partenariats. Pour 60% des partenariats, agissant sur des pratiques responsables au service de l'environnement, du social et du sociétal. 50% des partenariats sont de type dit coopération économique, c'est-à-dire avec des acteurs de profils différents comme des structures d'insertion par l'insertion économique ou les ESAT dans le domaine du handicap. Pour 41% des partenariats dits innovation sociétale portant l'émergence de nouvelles solutions répondant à un besoin social non couvert. En taux de présence, le mécénat ne représente que 27%, qui apparaît donc moins actif au fil des années. En moyenne, sur tous les territoires constatent au moins un peu plus de 2 types de partenariats. Et ces taux de présence augmentent avec la taille de la commune. Ainsi, dans les communes de 20 000 et plus, les taux de présence de ces pratiques évoluent autour des 80%, sauf pour le mécénat, qui reste à 51%. Une réalité incarnée donc par une diversité de modes de partenariat entre entreprises et associations pour le jouet collectif. Dans le cadre du jouet collectif, selon les maires, quel rôle à prévoir pour les collectivités territoriales? Une liste de propositions a été formulée et sur chaque item, les maires devaient répondre s'ils situaient le rôle des collectivités comme prioritaire, secondaire, pas indispensable. Comme en 2016, les maires sont présents, engagés et impliqués. Et en toute cohérence, malgré les 4 années d'écart, le rôle des collectivités que s'attribuent les maires en 2020 suit le même ordre des priorités que celui de 2016. Le trio détecte des priorités annoncées par les maires. Impulser des rencontres entre les organisations du territoire, 72% en national, animer un dialogue territorial entre les organisations, 69%, et promouvoir des alliances innovantes, 64%. Après, les collectivités doivent accompagner les organisations pour les aider à monter des partenariats, 59%,
et participer à des expérimentations collectives, 52%, soit un maire sur deux, voire même s'impliquer dans des partenariats publics-privés. Ces taux vont crescendo avec la taille de la commune. Autrement dit, le rôle des collectivités dans le jouet collectif est à la fois acteur des échanges, conseil des modes de faire, voire même conseil en communication, et un des acteurs dans les actions conduites. Alors comment faire pour tenir ce rôle et pour mobiliser les forces en présence sur leur territoire? La réponse des maires est claire: dans le jouet collectif, ce n'est pas ce que l'on est ou pense qui prime, mais ce que l'on fait. Ainsi, pour les maires et dans les 3 tailles de communes, le levier fort pour favoriser la mobilisation de leur territoire, c'est le projet d'action en commun, 85%. Ensuite, la vision partagée des enjeux et des fragilités, 72%. Les règles et les normes viennent après, avec 43%. À la question, dans le cadre du nouveau mandat 2020, pensez-vous vous appuyer sur des alliances avec les associations, les entreprises et les initiatives citoyennes? Face au taux obtenu sur l'incontournable et utile jouet collectif, les maires sont plus réservés pour s'appuyer sur des alliances, à peine plus que 6 maires sur 10. Mais le poids des communes de moins de 2000 habitants pèse ici. Dans les communes de 2000 à moins de 20 000 habitants, c'est en réalité 8 maires sur 10 qui s'appuient ou souhaitent s'appuyer sur des alliances et 10 maires sur 10 dans les communes de 20 000 habitants et plus. Avec quels partenaires s'appuie-t-il pour faire alliance ou prévoit-il de faire alliance? En trio de tête, les associations, car le jouet collectif c'est aussi l'intérêt général, les initiatives citoyennes et les ETI-PME pour les communes de moins de 20 000 habitants. Les structures d'insertion pour les communes de 20 000 habitants et plus arrivent en 3e position. Ensuite viennent les acteurs publics nationaux, les fédérations professionnelles et les collectifs d'entreprises. Les grandes entreprises ne sont considérées comme partenaires que par les communes de 20 000 habitants, ainsi que les réseaux consulaires et les acteurs académiques. Les profils de partenaires pour faire alliance dans les mois à venir seront dans la même tendance, mais les élus prévoient d'intensifier les alliances avec les initiatives citoyennes et les acteurs publics nationaux. Sur quel sujet prioritaire les élus envisagent de faire alliance? Quand les maires disent faire alliance, ce sont des déclarations sérieuses, réfléchies et argumentées par des projets riches en diversité. En trio de tête des sujets prioritaires, on retrouve le développement durable, écologie, le développement économique et la cohésion sociale. Les maires, à ce propos, évoquent leurs projets d'alliance pour la transition énergétique, économie de déchets, les ressources agricoles, les transports et même pour le développement urbain. Il s'agit d'aménager des espaces verts, des pistes cyclables. Quant aux maires bâtisseurs, ils parleront de rénovation et de restructuration de l'habitat. Ils parlent également de chantiers d'insertion pour l'emploi, de structures d'accueil pour les entreprises, coworking club et d'assistance financière au secteur en difficulté. Pour la cohésion sociale, en appui avec les associations, ils évoqueront des actions d'aide aux personnes isolées et les plus défavorisées, des activités intergénérations, mais aussi des projets de partage avec les citoyens. Dans les sujets prioritaires, on trouve également le développement culturel, des théâtres, de la protection du patrimoine, les devoirs de mémoire. La santé et l'éducation plus régaliens font également partie des projets ainsi que la sécurité. Fidèles à leur rôle, il y a aussi la création d'alliances sur des sujets spécifiques à leur territoire. Vu des maires, quels sont les impacts prévisibles du jouet collectif sur leur territoire? Ils sont multiples, avec un trio de tête, l'engagement des personnes pour leur territoire, la capacité à mobiliser les acteurs autour d'un projet partagé. Ces alliances ont aussi un impact assuré sur la performance même des acteurs de leur territoire, associations, entreprises, mais aussi collectivités. Concernant l'innovation, 8 maires sur 10, les alliances, associations, entreprises et collectivités territoriales sont source d'innovation. Néanmoins, les réponses sur les pratiques partenariales encore en émergence montrent que c'est encore un levier peu mis en pratique. Concernant les objectifs de développement durable, 8 maires sur 10, voire 9 maires sur 10 déclarent incontournable ou utile de s'appuyer sur ces objectifs dans le cadre de leur mandat. 41% des maires au total national
60% des maires dans les communes de 2000 à moins de 20 000 habitants et 74% dans les communes de 20 000 habitants et plus ont déjà travaillé sur les objectifs, au moins en partie. Au niveau national, à peine 3% des maires ont travaillé sur tous les objectifs. Pour conclure, les leviers repérés par les maires pour développer le jouet collectif dans les mois et années à venir sont: en premier levier, pour 9 maires sur 10, leur propre message qui doit être clair sur les enjeux du jouet collectif. Le deuxième levier pourrait se dire ainsi: pour 9 maires sur 10, mon territoire en premier. Autrement dit, donner un accès privilégié au marché public, aux alliances locales. Le levier numéro 3, en rappel pour jouer collectif et en tant qu'élu, il faut aussi être en conformité et apprendre à faire alliance. Près de 9 maires sur 10 souhaitent disposer d'un cadre juridique adapté aux alliances entre acteurs aux profils différents. À signaler que les maires des communes de 2000 à moins de 20 000 habitants sont les plus demandeurs. Le quatrième levier pour près de 9 maires sur 10 renvoie à la solidarité de l'État pour le jouet collectif territorial en donnant un avantage fiscal aux alliances stratégiques entre TPE et PME et acteurs locaux. Le cinquième levier, ou le comment ça marche, pour 8 maires sur 10 qui souhaitent disposer en fait d'outils adaptés pour concevoir, piloter et évaluer les alliances. Les maires des communes de 2000 à moins de 20 000 habitants sont très demandeurs avec 92% et ceux de 20 000 et plus avec 96%. Le sixième levier renvoie à une attente également forte des maires sur le message porté par les élus nationaux eux-mêmes sur les enjeux du jouet collectif. Les maires de communes de 2000 à moins de 20 000 sont à 88% sur ce levier-là. Voilà en synthèse ce que nous pouvions dire sur l'étude Impact élus locaux. Le pilotage de l'incontournable déferlante du jouet collectif est entre les mains des élus locaux. Bon courage à eux et merci de votre attention. Merci à Anne Robin pour cette synthèse. Alors pour votre information, la synthèse du rapport et le rapport complet seront disponibles dès demain après-midi sur le site de l'Observatoire et bien sûr sur celui du Rameau. Alors sans plus attendre et sans transition, je me retourne vers vous, Charles Benoît, puisque c'est vous qui allez nous présenter les principaux résultats du rapport régional Impact Normandie. Oui, merci beaucoup Élodie. Bonjour à tous. Donc c'est un plaisir de pouvoir poursuivre ce qui a été vu sur la partie élus locaux à travers un focus sur la Normandie, puisque nous avons déjà commencé à le voir lorsque nous avons évoqué les résultats de la vision des maires. C'est que bien évidemment, d'un territoire à l'autre, il faut bien rentrer dans les spécificités territoriales. Ce que nous a présenté Anne Robin, si nous ne prenons que les maires, était notamment la différence notable que vous allez sans doute souligner entre les maires de moins de 2000 habitants, entre 2000 et 20 000 habitants, et de plus de 20 000 habitants. On a vraiment des typologies de comportement extrêmement différentes. Il en va de même dans les 13 grandes régions françaises, et c'est pour ça qu'il nous a paru intéressant de zoomer finalement sur la question d'une des régions françaises, la Normandie, dont on publie aujourd'hui le rapport Impact Normandie, pour se dire, mais finalement, quel est le profil de cette région, quelles sont les fragilités prioritaires de cette région, comment se positionnent non seulement les maires, mais aussi les associations, les entreprises, les citoyens de cette région, et de pouvoir bien évidemment incarner cela par un exemple très concret de ce qui se passe aujourd'hui en Normandie. Pourquoi ? Parce que, effectivement, nous le voyons bien, et Anne Robin l'a bien souligné, c'est bien dans une approche finalement de ce qui se passe sur un territoire que l'on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il est très intéressant d'avoir une étude au niveau national, mais il faut absolument zoomer sur les spécificités territoriales. Et donc, si nous prenons le profil de la région Normandie, rappelons quelques grandes données, 3,3 millions d'habitants, 30 000 km², 92 milliards d'euros de PIB,
qui est incarné très concrètement par 2550 communes, un peu moins de 230 000 entreprises et 60 000 associations. Et puis, soulignons peut-être dans le profil de la région que c'est une région moins peuplée proportionnellement au reste de la France, avec une présence plus marquée d'ouvriers et de retraités. Une fois qu'on a en tête ce profil de région, finalement, quelles sont les fragilités prioritaires de la région? Et c'est très intéressant de regarder finalement objectivement les données et de les comparer par rapport aux 12 autres grandes régions métropolitaines. Et qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que les fragilités en Normandie sont plus fortement marquées sur la question de l'environnement et de la mobilité, suivi de la santé et le vieillissement. Bien évidemment, ces données sont des données antérieures à 2020 et donc l'impact de la Covid-19 n'est pas encore visible sur cette dynamique-là. Mais l'intérêt n'était pas tant de pouvoir regarder les chiffres actualisés que d'avoir une vision finalement comparée des fragilités prioritaires. Et dans l'étude complète, vous verrez que les habitants de Normandie ont une vision un peu spécifique, à la fois des fragilités ainsi que les entreprises et les associations, mais nous n'allons pas rentrer dans ce niveau de détail, nous ne pouvons pas présenter toute l'étude, mais c'est très intéressant de comparer les indicateurs objectifs de fragilité avec la façon dont les citoyens, les entreprises et les associations le perçoivent dans leur territoire, et c'est bien l'objectif de l'étude Impact Normandie. Alors, face à ça, finalement, quand on pose la question aux habitants de Normandie, quels sont les impacts de la capacité des associations, entreprises et collectivités à travailler ensemble? Je vous rappelle le chiffre qu'a donné Élodie Julien tout à l'heure en introduction de ce webinaire. 81% des Français pensent qu'il est important, dans le moment de la crise Covid-19, de jouer collectif. Et finalement, quelles sont les visions des uns et des autres des impacts que l'on peut avoir? Impact sur la performance, impact sur l'innovation et impact sur la confiance. Sans rentrer dans le niveau de détail, ce qui est très intéressant de constater sur les habitants de Normandie par rapport au reste des citoyens français, c'est qu'il y a grosso modo un décalage de 6 à 10 points plutôt en moins sur la perception de ce que peut avoir comme impact des pratiques de partenariat entre associations, entreprises et collectivités territoriales. Pour ne donner qu'un exemple, sur la performance des entreprises, 53% des Français pensent que ces alliances ont un impact sur la performance des entreprises, alors qu'ils ne sont que 43% des habitants de Normandie. Autre exemple, par exemple, sur l'innovation, sur la mobilisation des personnes, 45% des habitants de Normandie se sentiraient impactés par le fait que les acteurs soient mobilisés, que les organisations soient mobilisées pour eux-mêmes s'organiser, là où nous en sommes à 54% en France. Et dernier exemple, 41% des habitants de Normandie pensent que ces alliances ont un impact sur l'innovation sociétale, c'est-à-dire à grande échelle, alors qu'ils sont 50% au niveau français. L'autre point qui est très intéressant, c'est de regarder, mais quelle est la dynamique finalement, puisque là on a vu comment est-ce qu'on perçoit les impacts par les citoyens, quelle est la dynamique? Eh bien, quand on regarde la perception des maires, ces chiffres-là sont donc les chiffres déclinés de ceux qu'Anne Robin a publiés lundi, donc dont elle vient de parler. On voit bien que 7% des maires de Normandie, de la région normande, considèrent que cette question de construire ensemble est déjà tout à fait ancrée dans le fonctionnement du territoire. Nous sommes à 7% en Normandie, là où nous en sommes à 12% en France. On voit un léger décrochage sur la perception des maires, sur cette réalité déjà incarnée, qui est compensée par 10 points de plus sur 7 ans court finalement d'émergence. Et puis, finalement, 42% des maires par rapport à 48% considèrent que ça commence tout juste à frémir. Ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'on est à 73%, donc ça existe ou ça frémit, par rapport à 71% en France. Mais le plus intéressant est peut-être de remettre en perspective par rapport à 2016, oui, où les chiffres avaient déjà été faits,
Ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que c'est le même, les maires aujourd'hui en Normandie par rapport aux maires, aux élus en 2016 ont la même perception. Autrement dit, nous avons été pendant 5 ans dans le sentiment que quelque chose bougeait sans que réellement cela ne se traduise dans une augmentation de la perception d'une réalité incarnée. Alors regardons maintenant la pratique des organisations. 45% des entreprises en Normandie sont engagées dans des pratiques partenariales, là où 38% le sont au niveau national, et 48% des associations, là où 37% le sont au niveau national. Donc on a un taux pourtant de pratique des acteurs de terrain un peu plus important au niveau de la région normande qu'au niveau de reste de la France. Alors regardons maintenant le type de partenariat dans lequel ces acteurs sont impliqués. Eh bien, nous avons une prédominance en Normandie sur le mécénat, avec 85% contre 68% dans le reste de la France et 56% contre 30% dans le reste de la France. On a vraiment une prédominance de cette forme de partenariat, là où sur les autres formes de coopération entre le monde économique et le monde d'intérêt général, l'innovation sociétale, la coopération économique et les pratiques responsables, on est plutôt très en retrait du côté du secteur associatif. On a une légère pratique un peu plus importante, semble-t-il, des entreprises dans leur diversification des modes de coopération, mais on voit que dans la typologie des partenariats, contrairement au reste des régions où il y a une forme de diversification finalement des modes de coopération, en Normandie, on reste très focalisé sur le mode historique de ces relations, c'est-à-dire sur le mécénat. Très important, bien évidemment, le mode de relation, mais on a vu que dans les deux autres, finalement, régions françaises, ce qui développait les partenariats était plus d'autres formes de coopération, telles que nous l'a dit et l'a rappelé dans la vision des maires Anne Robin tout à l'heure, qu'un développement du seul mécénat. Dernier point, et je finirai sur ce point-là, bien évidemment, ces éléments-là sont des données antérieures à la Covid, très important sur les partenariats, parce que, bien évidemment, le niveau des partenariats en France et les études que nous avons réalisées, notamment avec nos amis du CJD, l'ont très bien marqué, ont été particulièrement marqués cette année, puisqu'il y a une solidarité toute particulière en raison de la situation actuelle. Alors voilà ce que l'on peut dire en synthèse sur la situation en Normandie. Et encore une fois, il était très intéressant de pouvoir avoir à la fois la vision, comment les maires sentent finalement l'évolution de ces relations entre acteurs économiques, acteurs d'intérêt général et eux-mêmes sur les territoires, et de zoomer sur une région, parce que cette dynamique-là n'a de sens qu'à travers cela. Et je voudrais simplement terminer en disant, dans nos travaux de recherche qui ont commencé en 2006 sur cette co-construction du bien commun, l'hypothèse initiale était de dire nous allons voir ce qui ressort, on voulait travailler tout territoire, tout domaine et tout acteur et regarder ce qui allait ressortir immédiatement comme élément le plus différenciant pour comprendre le mouvement de co-construction au service de l'intérêt général en France. Eh bien, ce qui est apparu, la première chose qui est apparue, ce n'est pas une différence entre acteurs ou entre domaines, c'est une différence entre territoires. On ne fait pas alliance de la même façon à Lille et Marseille, à Bressuire et à Nantes, et bien sûr à Rouen ou à Cerisy. Eh bien, c'est ça que nous avons voulu incarner en choisissant pour ce dernier webinaire de l'ODD 17 en pratique, la Normandie, et je crois que nous allons avoir un témoignage passionnant. Je crois pas, je sais que je connais très bien ce qui s'est passé et très bien l'association Asso et Territoire qui fait un travail absolument remarquable dans cette logique-là. Merci Charles Benoît. Donc en Normandie, un jouet collectif qui se met en place progressivement. Et comme vous le disiez, on a souhaité donner la parole à des acteurs de terrain pour savoir comment ils vivent justement ce jouet collectif. Alors avec nous, je vous le disais en introduction, on a la chance d'avoir deux points de vue. Celui d'une association qui est au cœur du territoire, donc Asso et Territoire, et le point de vue d'une entreprise engagée territorialement au travers de la fondation Total. Alors je commence avec vous, Philippe Tillet, vous êtes secrétaire général d'Asso et Territoire. Vous avez entendu ce que disait Charles Benoît sur les résultats
de l'étude, enfin du rapport Impact Normandie. Vous, par rapport à votre propre expérience, de ce que vous vivez au quotidien en Normandie, comment ces résultats, finalement, ils résonnent par rapport à votre expérience? Alors, moi, je trouve que ces résultats, d'une manière générale, sont plutôt très optimistes. Et moi, je vis une réalité qui, me semble-t-il, est assez différente. Alors, peut-être qu'un élément qui explique déjà cet optimisme-là, c'est qu'on repose, les enquêtes reposent essentiellement sur des déclarations de la part notamment des maires sur oui, les alliances c'est important, oui, les partenariats c'est important, et peut-être moins sur les réalités objectives. Parce que si on regarde un petit peu ce qui se passe chez nous en Normandie, alors pour dire en deux mots, Associations et Territoires, ça a été créé par des acteurs d'éducation populaire il y a une petite dizaine d'années qui voulaient aider le tissu associatif à rentrer dans le XXIe siècle en disant que les réseaux structurés nationalement, les vieilles fédérations associatives qui avaient été créées à l'issue de la Seconde Guerre mondiale étaient peut-être dans une logique un petit peu ancienne par rapport aux nouvelles dynamiques de territoire issues notamment de la décentralisation et de la mondialisation. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, nous, notre approche, elle est dès le départ, dans notre objet, dans notre ADN, que les territoires, ils sont faits de trois acteurs, les collectivités, les entreprises et les associations, et que le développement des territoires passe par la coopération entre ces trois-là. Je peux vous dire que 10 ans après, on est quasiment à l'état zéro. Alors, je vais prendre quelques exemples très, très rapides. Si on prend par exemple la région Normandie les régions ont la compétence aménagement et développement des territoires. La région Normandie vient de supprimer de son organigramme la direction de la vie associative. Elle a créé pour les territoires des contrats de territoire pour aider les collectivités à rentrer dans le XXIe siècle. Elle a créé au service des entreprises une agence de développement économique qui aide les entreprises à rentrer dans le XXIe siècle, qui développe des partenariats, qui développe des programmes expérimentaux. Et sur la vie associative en tant que telle, eh bien, elle a supprimé cette réalité de son organigramme. Je ne dis pas qu'elle ne finance pas des associations, notamment dans le domaine du sport. Un certain nombre d'activités, elle finance le fonctionnement de certaines associations, mais tout ce qui est recherche, développement, développer des alliances sur les logiques de territoire, eh bien, la région Normandie ne s'en occupe pas. Si on descend au niveau d'en dessous, au niveau des intercommunalités, pour rester au niveau des collectivités, les intercommunalités en Normandie, sauf erreur de ma part, il n'y en a aucune qui a mis l'acteur associatif comme un acteur partenaire de l'intercommunalité. Alors que l'intercommunalité a, elle aussi, par compétence, l'aménagement et le développement des territoires. On a même, par exemple, pour prendre caricaturer, ou pour prendre un exemple, pas pour caricaturer, un exemple précis, si on prend la métropole rouennaise, qui, l'année dernière, a lancé la déclinaison locale de l'accord de Paris, en voulant le mettre en œuvre l'accord de Paris à l'échelle métropolitaine, elle a mis en place une logique d'acteurs, mais elle a convoqué les 71 communes de la métropole, elle a convoqué les entreprises présentes autour dans la métropole, elle a convoqué les citoyens, mais elle n'a pas convoqué les associations. Les associations n'ont pas été au départ un acteur partenaire de la mise en place de l'accord de Paris. Alors ça, c'est au niveau des collectivités. Mais si on prend, par exemple, ensuite au niveau des entreprises, donc, un des grands enjeux par rapport à la vie associative, par exemple, aujourd'hui, c'est le financement. Comment on passe d'une économie de la subvention à une économie du don et du mécénat? Eh bien, on a essayé, nous, avec Associations et Territoires, de se rapprocher du monde de l'entreprise pour essayer de voir comment on pourrait développer du partenariat, notamment autour du mécénat. On s'est rapproché notamment de Amical, qui est une association qui fait la promotion des fondations en France. On a développé une initiative avec elle l'année dernière sur la ville du Havre pour essayer de rassembler, puisqu'il existe un club des petites entreprises au Havre qui subventionne soi-disant les associations. On a voulu animer une rencontre avec eux. Eh bien, Amical est venu, mais le club des petites entreprises du Havre, qui avait quelques mois auparavant accepté de mener une réflexion de ce type avec la ville du Havre, eh bien, le club des petites entreprises n'a pas voulu le faire avec le tissu associatif. Petites entreprises, mais grandes entreprises. Il existe en Normandie un club des grandes entreprises. On avait voulu notamment avec eux, dans le cadre justement de l'agenda 2030, essayer de mobiliser en fait les acteurs, collectivités, entreprises, associations à l'échelle de la région Normandie pour organiser une conférence à trois entre notamment Rouen, Caen, Le Havre.
on s'est retourné vers donc le club des grandes entreprises pour leur dire comment vous pourriez nous aider à mettre en place cette affaire-là. Le club des grandes entreprises, dans un premier temps, nous a dit oui, et puis très rapidement, ils nous ont dit ah ben non, de toute façon, ça ne rentre pas dans les priorités de nos organisations nationales, et donc nous, les délégations régionales des grandes entreprises, on n'a pas la main là-dessus, donc on ne peut rien faire. Donc là, le partenariat sur ce thème de quel financement on peut apporter, on peut monter ensemble, trouver des outils, on n'a pas pu le faire. Je prends un autre point encore sur le monde de l'entreprise. Il y a tout ce qui est pôle de compétitivité, par exemple. On prend le pôle Movéo sur la Normandie, etc. Le tissu associatif est complètement absent de ces pôles de compétitivité. C'est-à-dire, on rassemble le monde universitaire, on rassemble les collectivités, on rassemble les entreprises, on rassemble les laboratoires de recherche, mais ces acteurs qui accompagnent la vie sociale sont complètement absents autour de ça. Alors après, si je descends du côté des associations, parce que les associations, on va se retrouver la même chose aujourd'hui. Les réseaux associatifs historiques, ceux qui sont le prolongement qui sont les déclinaisons des grandes structures nationales qui sont membres du mouvement associatif. Par exemple, le mouvement associatif en Normandie est quasiment inexistant. Les fédérations associatives en Normandie, à part certaines activités, parce que l'adhésion est quasiment obligatoire dans le domaine du sport, par exemple, ou dans le domaine de l'action sociale, que ce soit dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'éducation populaire, dans le domaine des loisirs, aujourd'hui, ces réseaux-là sont quasiment inexistants. Dans le domaine de l'éducation populaire, on a 90% des associations locales qui sont membres d'aucun réseau, qui sont tout seuls dans leur coin, etc. Donc, ce qui veut dire que, moi j'entends bien que les maires nous disent oui, les alliances, c'est important, il va falloir le faire, il y a des prémices, comme l'a évoqué Charles Benoît, ça j'entends bien, mais entre la déclaration et la réalité, il y a vraiment, en tout cas en Normandie, un décalage qui est extrêmement important. Alors, il y a le niveau de la parole et il y a le niveau des actes. Au niveau de la parole, ça peut fonctionner. Par exemple, sur cette idée de partenariat, on peut raisonner, ça peut fonctionner. À tel point, par exemple, c'est que notre réseau aujourd'hui, qui tient ce discours important sur le partenariat, association, entreprise, collectivité, eh bien, notre président, il est président du Conseil économique et social, sur la base de ce discours-là. Mais en même temps, le Conseil économique et social, il a le pouvoir de la parole, et puis globalement, c'est un peu tout. Alors après, on a, pour terminer, je m'arrête là-dessus, puisque le temps nous est imparti, c'est qu'en fait, la région Normandie, jusqu'à maintenant, est dans une approche du développement très centrée 20e siècle. Nous avons, dans le cadre de la campagne électorale des élections municipales de l'an passé, nous avons mobilisé nos réseaux sur l'agenda 2030, en disant que c'est un enjeu majeur, puisque la mandature 2020-2026, c'est la mandature qui doit mettre en œuvre l'agenda 2030, c'est pas en 2026 qu'on va s'y intéresser. Eh bien, je peux vous garantir que l'immense majorité des gens que nous avons rencontrés ne savaient pas ce qu'était l'agenda 2030 et encore moins ce qu'était l'ODD 17. Les seuls qui, en fait, cette approche de l'agenda 2030 et l'ODD 17 notamment, il est essentiellement connu dans les milieux proches de l'environnement, une approche très environnementaliste. D'ailleurs, en décembre prochain, le 4 décembre, il y a les journées régionales de l'environnement qui vont se réunir à l'initiative de la région Normandie, et ne sont invités que les acteurs de l'environnement. L'essentiel des associations qui s'occupent du social, de la culture, du sport, etc., ne sont absolument pas invités. Voilà, je m'en arrête là. Une petite note d'espoir quand même, petite note d'espoir, je m'arrête là, c'est qu'effectivement, il va falloir mesurer l'impact de la Covid-19 ou du Covid, parce que là, il y a peut-être des choses qui sont en train de se passer, mais de manière sauvage pour le pouvoir. Et je crois que, alors pas que de manière sauvage, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez voir en replay le dîner élu et l'entreprise de lundi dernier, on voit bien que la Covid-19 a eu un effet accélérateur. Moi, il y a trois choses que je retiens de ce que vous dites et que je partage. C'est-à-dire que, c'est une réalité en devenir. Et c'est pour ça que je rappelais dans les chiffres de la vision des maires, qu'en fait, la vision des maires sur le passage à l'acte, finalement, les chiffres sont les mêmes en 2020 qu'ils étaient en 2016. Donc, ça veut bien dire que, quelque part, la mandature précédente n'est pas passée à l'acte. Elle a commencé à voir émerger une réalité, mais elle n'est pas passée à l'acte.
Au mieux, elle a pris la parole sur le sujet, mais elle n'est pas passée à l'acte. Ça, c'est le premier point qui est très important. Le deuxième point qui est très important, c'est Sylvain Wasserman, le vice-président de l'Assemblée nationale, nous a donné une clé de lecture lundi à ce fameux troisième dîner élu et entreprise que je trouve très intéressant en disant mais le jouet collectif, c'est quelque chose qui est très angoissant pour un élu. Parce qu'il s'agit finalement de dire on part d'un point A sans savoir exactement quel est le point B que l'on va faire, mais on va construire ensemble une solution. Et ça, c'est quelque chose qui est bien évidemment, on comprend bien que le pas de côté être capable de faire pour pouvoir réussir ça est un élément tout à fait complexe et que il ne s'agit pas simplement de dire « yaka faucon » sur la partie passage à l'acte, encore faut-il savoir comment faire, et c'est un élément essentiel. Le troisième point, et vous l'avez très justement rappelé, c'est l'importance finalement de partir de réalités de terrain déjà incarnées. C'est-à-dire que puisque c'est difficile de jouer collectif dans la réalité, comment est-ce qu'on part des pionniers pour le faire? Vous avez cité nos amis de l'Admical, nous intervenions avec nos amis Total, Sherit et le cabinet Co au congrès de l'Admical, enfin au Mécène Forum de l'Admical il y a 2 jours, et on voit bien que les pratiques sont en train d'évoluer parce qu'un certain nombre d'acteurs de terrain et finalement sur des expériences concrètes peuvent remonter les éléments pour dire comment est-ce que moi j'ai fait et finalement comment est-ce qu'on peut passer à l'action. Autrement dit, en synthèse, je partage totalement votre avis que c'est un devenir, c'est vraiment une envie qu'il faut transformer en action, que ce n'est pas facile de faire alliance et donc il ne s'agit pas simplement de le dire, encore faut-il finalement lever les freins pour le faire. Et la troisième chose, c'est vraiment de partir de l'expérience pionnière. Je voudrais juste saluer dans l'assistance nos amis à la fois la CPME, du MEDEF, local. On a la chance de travailler depuis plus de 10 ans avec les organisations nationales, avec le CJD aussi, avec le METI, les autres. On voit bien aujourd'hui que cette question de comment accompagner la dynamique très concrètement sur les territoires est un véritable enjeu. Et on peut vraiment penser aujourd'hui, en tous les cas, on va avoir un témoignage qui va nous montrer que certains acteurs ont clairement passé du discours à l'acte et très concrètement, parce que effectivement, l'opportunité que l'on voit aujourd'hui, c'est que 81% des Français le réclament, 84% des dirigeants d'entreprises disent vouloir le faire, et je rappelle que 96% des entreprises françaises ont moins de 20 salariés, donc on est bien dans une envie de faire. Après, comment faire? Il faut être accompagné, et c'est là où bien évidemment, les fédérations professionnelles, les associations d'élus, l'ensemble des têtes de réseau associatifs jouent un rôle essentiel. Et effectivement, vous avez rappelé que c'était peut-être un point qui était moins marqué en Normandie que dans notre région, et c'est peut-être ce point-là qui explique finalement une prise de conscience et une reconnaissance moins importante que dans d'autres régions. Et le dernier point qui est vraiment important, c'est finalement comment partir d'initiatives qui ont fait leurs preuves. Et là, je me tourne vers vous, Élodie. Oui. Et moi, je me retourne vers Bruno, du coup, Bruno Courbe, qui est directeur de la Fondation Total. Bruno, on a vu au cours de nos différentes études, et en l'occurrence aussi en Normandie, que les entreprises peuvent s'engager sous différentes formes au sein de leur territoire. Finalement, qu'en est-il de Total? Pourquoi s'engager territorialement? Et il faut que vous, voilà. Vous m'entendez, j'espère? Vous avez la main sur le... Oh, très bien. Vous avez la main sur le support aussi. Normalement, vous pouvez... voilà. Je vais essayer. Bonjour Élodie, bonjour Charles Bonnois, bonjour Monsieur Tillet, mesdames et messieurs. D'abord, peut-être avant de commencer, je voulais remercier Monsieur Tillet pour ce témoignage que je trouve passionnant parce qu'il fait écho aux difficultés qu'on éprouve nous-mêmes au sein d'un groupe comme le nôtre pour faire passer les messages de l'échelle nationale vers l'échelle régionale et de tous nos sites. Donc, je sens qu'il y a des convergences entre les problématiques, que ce soit dans la société civile, le monde associatif et au sein d'une entreprise comme la nôtre. Je vais essayer
d'être relativement bref également dans le temps imparti. Alors, je ne sais pas comment je passe. Est-ce que ça fonctionne? Sinon, vous me le dites, je le fais. Mais si, j'ai trouvé. Voilà. Alors, peut-être juste un mot d'abord pour vous dire que pourquoi les territoires, pourquoi s'engager dans les territoires. D'abord parce qu'on a une conviction qui est que certes, les entreprises doivent être un acteur économique, mais elles ont aussi une responsabilité qui est celle d'être un facteur de changement positif dans les territoires où ils sont présents. Alors d'abord sur la base de leur activité, en ce qui nous concerne, c'est d'abord de fournir de l'énergie, en intégrant des enjeux climatiques et sociaux de nos activités. Alors on a organisé ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans une démarche RSE. Alors, on est une boîte d'ingénieurs, on aime bien classer les choses, donc on a rassemblé ça en grandes catégories, et puis je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une catégorie ou un pilier qui, je pense, est critique pour nous et particulièrement pertinent dans la discussion d'aujourd'hui, c'est bien celui qui est consacré au développement économique des territoires d'ancrage. Et c'est dans ce pilier-là qu'on trouve le programme Total Foundation et la fondation Total, parce que l'intention derrière cette fondation, c'est bien d'agir en faveur des territoires d'ancrage du groupe. Alors, peut-être un mot rapide sur ce programme Total Foundation et sur son bras armé en France. Alors, le programme Total Foundation, il est global, on est présent dans 130 pays, on a essayé d'unifier nos actions en faveur de l'intérêt général dans un programme unique. Et donc, on l'a organisé de la façon suivante. Donc, les deux fils rouges et le point clé, vraiment, c'est les territoires d'ancrage du groupe. Et on a choisi de donner une priorité aux jeunes de 12 à 25 ans dans toutes nos actions. On a organisé nos activités, nos actions autour de 4 domaines, donc l'éducation et l'insertion des jeunes. Et ça sera un exemple que je prendrai peut-être pour illustrer mon propos. Ce qui est autour de la culture et du patrimoine, la sécurité routière qui est liée à nos activités, à qui nous sommes. On transporte beaucoup de matières relativement dangereuses sur les routes, donc on a un certain savoir-faire qu'on souhaite mettre à disposition. Et un dernier pilier dans le domaine du climat et de l'environnement, considérant qui nous sommes, on peut difficilement ne pas être actif dans ce domaine-là. Ça, c'est la partie un peu émergée de l'iceberg. Il y a aussi une volonté derrière tout ça de faire évoluer nos modes d'engagement que vous citiez pour aller du mécénat classique vers des formes d'engagement différentes. Alors, ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire agir avec nos collaborateurs. On a un programme à nouveau mondial, j'en toucherai 2 mots, qui permet à chaque collaborateur de s'engager, de consacrer jusqu'à 3 jours par an sur son temps de travail à soutenir des associations d'intérêt général. Une autre forme d'engagement un peu différent, c'est qu'on essaye de faire évoluer nos relations avec nos partenaires vers des relations qui intègrent une dimension d'accompagnement pour les aider à faire passer des étapes, par exemple, ou de prendre un risque avec eux. Voilà, prendre un risque, c'est quelque chose qu'on sait faire. Et puis le dernier point sur lequel j'aurai une petite diapositive, j'espère assez rapide, c'est qu'on va essayer d'innover en trouvant des nouveaux modèles socio-économiques qui s'éloignent du mécénat classique. Alors, peut-être juste pour prendre un exemple d'action dans les territoires, on a un partenariat assez ambitieux avec les écoles de production qui dure depuis qui a commencé en 2018 et on s'est engagé pour 10 ans avec pour ambition de les aider à passer d'une vingtaine à 100 écoles partout en France. Les écoles de production, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais donc c'est un mode d'apprentissage qui est basé sur le faire pour apprendre, pour des jeunes qui sont pas à l'aise dans le système scolaire classique et qui sont pas encore assez mûrs pour aller en entreprise. Donc, ils apprennent sur des machines-outils, notamment dans le domaine de l'industrie, dans leur école. Et donc, Total, on les aide à financer les investissements nécessaires pour acheter ces machines. On les aide notamment aussi dans la période de l'amorçage, qui est la période la plus critique au démarrage des écoles. Sachant que ces écoles, elles ont une particularité qui nous plaît beaucoup, qui est qu'elles sont imbriquées dans le tissu économique local. Une partie de leur modèle financier, ce sont des commandes des entreprises dans lesquelles elles se sont implantées. Donc, il y a une notion d'agir collectivement dans ces écoles qui nous intéresse beaucoup. Alors, cerise sur le gâteau, elles ont d'excellents résultats en termes de sortie. Avec cette année, 93% des jeunes qui ont obtenu leur diplôme. Donc ça montre aussi l'intérêt de ce modèle. Alors juste peut-être pour parler, on est en Normandie, donc voilà pour vous dire que on soutient un certain nombre d'écoles en Normandie dans ce domaine-là. Je vais pas les commenter. Alors certaines sont aujourd'hui ouvertes, d'autres sont au stade de l'étude de faisabilité et on espère bien qu'il y en aura d'autres. Et voilà pour vous dire un exemple d'action où
la fondation, au niveau national, elle soutient la fédération nationale. Et puis, l'implication, elle est vraiment locale dans les territoires, puisque les écoles, on les ouvre partout en France. Et un autre exemple que j'aime beaucoup, qui est dans le domaine de la culture et du patrimoine, c'est la Fondation du patrimoine, avec laquelle on a un partenariat depuis plusieurs années maintenant, de longues années, avec un mode de fonctionnement qu'on aime aussi beaucoup, parce que ce qu'on a mis en place, c'est qu'il y a les délégations régionales de la Fondation du patrimoine font remonter des projets qui sont soumis à nos sites locaux. Alors, en l'occurrence, en Normandie, ce sont nos représentants à la raffinerie de Normandie, qui étudient ensemble les projets et qui font remonter ensemble au niveau national, et pas un jury, mais un comité de pilotage qui les sélectionne, des projets. Donc, on a vraiment un choix de projets qui remontent des régions et qui sont des projets, alors certains sont emblématiques, qui sont importants, mais d'autres sont complètement, on les appelle vernaculaires. Donc il y a un moulin, alors j'arrive mal à lire, mais Roger, moi j'ai souvenir d'un moulin qui était assez intéressant. Je crois que à Rouen, on a un projet aussi pour mettre en valeur l'histoire industrielle locale. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de projets qui sont vraiment ancrés dans les territoires. Un mot sur le programme solidaire de nos collaborateurs, d'engagement solidaire. Voilà, pour vous dire que ça fait aussi partie pour nous de cette constitution de liens entre les sites du groupe et leur écosystème local. Avec cette particularité que Total, voilà, on la voit comme une multinationale, mais Total, c'est une multinationale qui est micro-locale, parce que on a des sites partout de tailles différentes, et nos stations-service, ce sont des sites, et on en a plusieurs milliers dans le monde. Et à chaque fois, il y a un site autour. Donc, on a à la fois cette dimension multinationale et cette dimension micro-locale. Et engager nos collaborateurs, c'est un moyen pour nous de créer ces liens au plus proche des territoires. Voilà. Donc, aujourd'hui, déployés dans 58 pays et 7500 missions réalisées depuis le lancement fin 2018, et donc particulièrement actif en France, où on l'a lancé en premier. Je vois l'heure qui tourne. Alors je me permets de prendre encore un mot pour parler donc de la diversification de nos modes d'engagement. Alors en voici un sur lequel on essaye d'avancer, mais qui n'est pas simple, qui est de l'idée de développer, en s'appuyant sur des assets du groupe, alors en l'occurrence à nouveau les stations-service, des initiatives pour montrer qu'il y a des modèles différents que ceux du mécénat. Alors là, en l'occurrence, l'idée, c'est de mettre une plateforme de mobilité adossée à une station-service, sur lequel, avec WeMove, on finance l'installation d'un référent mobilité. On a la possibilité de louer des voitures, alors électriques ou pas électriques, des scooters, des vélos, parce pour essayer de lutter contre mobilité, frein à l'insertion professionnelle. Et avec dans l'idée de montrer qu'il y aura des coûts évités à la collectivité, et que du coup, on peut trouver un financement pérenne qui s'éloignera de celui du mécénat. Voilà, j'en finis avec cette présentation très rapide, j'en ai conscience de nos activités. Un mot, parce que j'aime bien, il y a des gens derrière tout ça, donc je vous montre les figures de ceux qui s'en occupent. Je ne résiste pas, et je vous repasse la parole, Élodie. Merci Bruno. Merci beaucoup. Alors, trois points dans votre intervention que je retiens. D'abord, la diversité des modes d'action, et ça, je pense que c'est vraiment important. Et on voit bien qu'en une quinzaine d'années, la relation entre l'entreprise et l'intérêt général s'est diversifiée. En tous les cas, un point est certain, et je crois que c'est vraiment l'élément le plus important, c'est que il ne s'agit pas de voir dans les entreprises des bailleurs de fonds qui viendraient financer des projets, mais bien des compagnons de route qui peuvent aider à co-construire des solutions. Et ça, c'est vraiment une évolution en une quinzaine d'années qui est absolument essentielle. Le deuxième point, c'est finalement, vous nous rappelez aussi que le territoire, c'est du micro-local à l'international, et que effectivement cette cohérence-là, elle est importante. Et Philippe Tillier nous parlait des objectifs de développement durable. Il est absolument évident que c'est à l'ensemble de ces échelles-là territoriales que les choses se jouent. Et donc, c'est un point important. Et puis, le troisième point, vous avez eu la gentillesse de me laisser l'annoncer, mais nous avons annoncé lundi que nous co-construisions ensemble un fonds radicalement innovant, puisqu'il s'agit du fonds ODD 17 pour soutenir les alliances d'intérêt général, que nous n'aurions pas pu faire si vous n'étiez pas Total et nous n'étions pas le Rameau.
Et donc, on voit bien que les choses sont en train de se co-construire. Et dernier point, j'ai fait un petit clin d'œil tout à l'heure amical à nos amis de la CPME et du MEDEF. Je ne peux pas faire de même, bien évidemment, sans oublier nos amis de la CRES qui nous font l'amitié d'être là aussi. Merci. Et plein d'autres, hein, mais juste ces alliés de toujours qui me semblent importants de souligner. Merci Charles Benoît. Alors, il nous reste une petite question pour Bruno sur le fonds ODD 17 dont parlait Charles Benoît, qui est là pour soutenir les alliances au service de l'intérêt général. Bruno, pourquoi avoir mis au cœur de ce fonds la co-construction territoriale en quelques mots, puisqu'on va bientôt clôturer ce webinaire? D'accord, Élodie. Alors, bon, peut-être déjà parce que j'espère vous l'avoir montré, les territoires, c'est dans notre ADN et puis c'est un des fils rouges de la fondation. Mais peut-être aussi parce que bon, c'est un sujet dont on s'était emparé, cette co-construction, et pour lequel on sent bien les difficultés. Et à nouveau, je reviens sur l'intervention de Monsieur Tillet. Hein, on est bien conscient qu'il y a des difficultés. On a essayé, nous, dans le domaine de la sécurité routière, avec Michelin, avec le GRSP, on voit bien qu'on peut faire des choses, mais c'est compliqué. Et donc, on souhaite apprendre et progresser avec vous. Donc, il y a un vrai besoin de notre côté, de ce côté-là. On sent aussi l'intérêt qui remonte de nos sites et l'hétérogénéité dans le degré de maturité autour de ces alliances. Il y a une volonté, mais c'est très variable. Puis je crois que juste deux choses. Hein. Il y a une urgence aujourd'hui, on le sent bien. On est à un moment, on sort d'une crise, enfin, on est dans une crise et on ne sait pas combien de temps encore elle va durer. Donc il y a une notion d'urgence et les territoires ont besoin, on le sent bien qu'on agisse avec eux. Voilà. Puis le dernier point, c'est on aime bien, on est un esprit pionnier, nous on aime bien, voilà. Donc ce projet, il nous intéresse parce que c'est novateur et que tout ce qui est un peu nouveau nous attire. Voilà. Merci beaucoup Bruno pour ce témoignage. Alors le chrono passant assez rapidement, je vous propose de finir sur qu'est-ce qu'on retrouve sur cette plateforme. Donc je vous l'ai dit en introduction, d'abord le rappel du programme 2020 qui se termine et on est en train de travailler au programme 2021. Vous aurez une communication d'ici la fin de l'année sur ce qu'on vous proposera en 2021. Donc il faut bien regarder vos mails qui vont bientôt arriver. Le contenu de la plateforme, c'était vraiment pour présenter ce qu'on y retrouvait. Je vous rappelais tout à l'heure les 7 besoins des territoires. Donc, il y a à la fois un socle commun de base, un socle de documents, mais également toute la possibilité d'avoir accès à des ressources de e-learning et bien sûr d'avoir accès à tous les webinaires qui ont été réalisés depuis le lancement de cette plateforme fin 2018. Donc, tout ça, c'est en replay. Je rappelais les données territoriales. Donc, aujourd'hui, il y a 11 rapports régionaux qui sont aujourd'hui déjà disponibles. Le mois prochain sera mis en ligne le rapport Nouvelle-Aquitaine qui est le dernier qui sera réalisé. Pour les catalyseurs territoriaux, une information importante, c'est que dès maintenant, ce réseau de catalyseurs a son propre site internet. Donc, pareil, vous avez qui sont ces catalyseurs, où est-ce qu'ils se trouvent géographiquement, et puis tous les travaux qui ont été également menés avec eux depuis de nombreuses années. Et comme je vous le disais, un onglet sur Alliance et ODD qui rappelle les résultats de la mission ministérielle et pareil, une information régulièrement mise à jour sur les besoins et les programmes d'action pour les acteurs d'intérêt général en lien avec le Covid. Donc, comme je vous le disais, on travaille au programme 2021. Donc, bien vérifiez vos mails pour vous tenir informés de notre prochaine date en 2021. Et je laisse la parole à Charles Benoît qui veut vous dire un dernier mot. Oui, parce qu'avant 2021, il y a encore 2020 et il y a encore décembre 2020, puisque vous savez que la plateforme l'innovation territoriale en action accueille les webinaires du programme reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Et donc, comme ceux qui ont pu suivre celui du 19 novembre prochain, tous les 3e jeudis du mois, vous avez un programme sur les modèles socio-économiques d'intérêt général. Vous avez le prochain sera le 17 décembre. Voilà, et donc tous les 3e jeudis du mois de 13h à 14h30. Inscrivez-vous et n'ayez pas peur de regarder à quel point c'est passionnant. Nous jusqu'en novembre 2021. Voilà, donc en attendant que la partie catalyseur territorial construise ce programme, il y a en parallèle un autre programme pour vous faire attendre, puisqu'on sait très bien que vous êtes très gourmands comme nous, et ça nous a fait très plaisir d'être avec vous. Le mot de la fin pour vous, chère Élodie. Merci à tous, merci à Philippe, merci à Bruno, et puis merci à vous, Charles Benoît, et merci à tous les participants.
Et on vous dit au mieux, enfin au plus tard le mois prochain, et sinon en 2021. À très bientôt, merci. Au revoir, merci. Merci, au revoir Bruno. Au revoir.